Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les membres du CSPN sont attendus au Sénat. Ils doivent s'expliquer sur plusieurs dossiers, dont l'épineuse question d'arrêté présidentiel relatif au fonctionnement de la police. La compagnie de téléphonie mobile Digicel Haïti exprime son étonnement devant les exigences du Conatel qui entend tripler le montant des redevances envers l'État. Fin ce vendredi de la 24e édition de Livres en folie organisée par le Nouvelliste et la Unibank. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le chef de la police, Michel-Ange Gédéon, principal concerné dans le désaccord entre le gouvernement d'une part et les organisations de la société civile et les partis politiques d'autre part, n'a pas exprimé une position officielle sur l'arrêté présidentiel du 23 mai dernier. Cependant, sur son compte Facebook, le directeur de la police a posté un extrait d'un de ses discours de 2016 qui fait écho à la conjoncture. Dans ce discours, M. Gédéon avait prévenu sur les effets néfastes de la politisation de l'institution policière. Je cite « Je voudrais souligner pour vous, à l'encre forte, que les vieilles pratiques politiques partisanes n'ont jamais fait du bien à notre institution. Chaque fois que la police entre dans la cuisine de l'institution, c'est pour tout gâcher. Notre police est nationale, mais nous ne pouvons nous cacher derrière notre souveraineté pour faire n'importe quoi. Tous les regards sont fixés sur nous. Nous avons un devoir d'image et un devoir de résultat. » Fin de citation. Il poursuit. Chaque candidat a un programme de gouvernement, mais aucun ne peut se passer du volet de la sécurité. Vous êtes donc incontournable. Soyez-en fiers, sans pour autant avoir la grosse tête, conclut-il. L'invitation du Conseil supérieur de la police nationale au Sénat de la République est reportée au mardi 5 juin prochain. La décision a été prise suite à une demande de report sollicitée par le Premier ministre Jack-Guy Lafontaine, qui est aussi président du CSPN. Les membres du Conseil devaient s'expliquer sur plusieurs dossiers, dont l'épineuse question de l'arrêté présidentiel relatif au fonctionnement de la police. L'injection de devises sur le marché par la Banque centrale n'est qu'une solution qui permet de pallier temporairement la faiblesse de l'économie haïtienne, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Jude Alix Patrick Salomon estime qu'Haïti doit s'engager résolument dans la production de richesses pour gagner de la croissance. Il n'y a pas d'alternative à la croissance. Donc, ça veut dire qui ça? Nous arrêter, de confirmer, de rappeler tout le monde que la goutte, c'est la monnaie nationale. Mais l'idée, c'est que nous devons créer des initiatives créateurs de richesse pour rendre nous moins dépendants de devises. Parce qu'il y a un problème qui gagne. Demande de devises trop important parce que tout ça n'a pas consommé, c'est importé, n'importe quel. Nous avons besoin de retourner nos dynamiques de création, côté que chemise, parce que longtemps, même souliers, c'est ici que nous avons acheté. D'accord? C'était l'exception quand on achetait des chaussures à l'extérieur. C'était pour vœux. D'accord? Donc, on doit retourner dans cette dynamique de création, de richesse, qui pour faire que la majorité produit un besoin, nous joignons là. D'accord? Wap Foncaille, c'est vrai, il y a un problème céramique, mais pour qui ça ne pas fait céramique là ici? D'accord? Nous devons faire ici, pour qui ça ne pas faire. Pour qui ça nous oblige à importer ciment? C'est peut-être ça, la Banque centrale a commencé par injecter l'argent. La Banque centrale a un backup pour le faire. Parce que c'est pour qu'on l'a injecté comme ça. Parce que de temps en temps, le marché a testé. Donc là, ça a une nervosité
dit artificiel. Mais lorsqu'on est un backup là derrière, on dit qu'il y a si mal essayé de créer un mouvement là, je risque perdu. Parce que je laissé faire une spéculation. Et puis qu'on y a risqué, bâton risqué frapper, parce que dans tout le monde, les mapaches, m'a perdu sous lui. Donc pas d'anticipation. C'est ça. Donc l'idée, c'est pour prévenir ces anticipations pendant qu'on met en place les instruments pour libérer la créativité et libérer la croissance. Parce que c'est de ça, c'est notre projet, c'est notre vision, c'est notre finalité. Nous partageons avec le gouverneur Banque centrale, là, entre autres, qui toujours parle très fort, mais ce n'est pas lui-même seulement. Et Ouro Farel en parle aussi beaucoup, Forum économique, là, tout. Donc l'idée, c'est qui ça? C'est mettre nos conditions pour bien comprendre que notre veste de consommateur, il faut l'enlever et qu'on y en nous trousser pour nous pour produire les biens et les services dont on peut avoir besoin sur le territoire. Le PDG de Digicel Haïti exprime sa stupéfaction devant les exigences du Conatel qui entend tripler le montant des redevances payées par la compagnie. Martin Booth estime que la demande d'un montant de 300 millions de dollars pour renouveler la licence de la Digicel est totalement déraisonnable et qu'elle empêchera tout investissement dans la technologie du 4G LTE en Haïti. La Digicel Haïti fait face à des perturbations croissantes sur son réseau dans le pays et tout particulièrement dans le Grand Sud. Le PDG, Martin Booth, déplore une coupure dans son réseau optique suite à une erreur de la DINEPA et de nombreux vols qui perturbent son fonctionnement. Il dit constater une dégradation constante des conditions de fonctionnement de la compagnie en Haïti. Tenue d'un forum ce vendredi sur la justice fiscale, la lutte contre la corruption et la dette illégitime. Une initiative de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PADPA, de JILAP et ALBA. Cette activité entre dans le cadre de la bataille engagée par les membres de la société civile contre la corruption dans le pays, explique le directeur exécutif de la PADPA, Camille Chalmers. Nous motivés pour nous capables de faire journée ça, parce que nous rendons compte que il y a un pile acteur dans le mouvement social qui est intéressé bataille, qui commence ces batailles déjà sur question de corruption. Nous avons tout ça qu'a fait par exemple sur question Petro-Caribé. Nous motivés parce que nous voyons que l'année dernière, il y a une belle avancée qui a été faite sur question budget. Côté un pile monde est levé campé contre budget que les budgets criminels. Et pour nous-mêmes dans PAPDA, c'est vraiment un chemin qui est intéressant. Côté que mobilisation sociale là a croisé et à marier avec calcul scientifique. Donc aujourd'hui, l'idée forum ça, c'est bailler organisation plus d'outils pour qu'elle continue à batailler sur la corruption et pour qu'elle ait plus force, plus l'adresse, plus intelligence pour batailler sur la question ça. Deuxièmement, et ce n'est pas le peuple haïtien seulement qui a bataillé contre la corruption, ce n'est pas le peuple haïtien seulement qui a bataillé contre l'impunité. Nous avons pile de mobilisation qui a fait en Amérique latine sur la question ça et nous pensons que tu dois y avoir des échanges entre acteurs haïtiens avec acteurs en Amérique latine sur la question ça. Et ça fait que nous avons invité deux économistes, l'un c'est péruvien, l'autre c'est dominicain, pour être capable de venir parler, d'échanger avec nous sur l'expérience que vous faites dans le réseau de l'Amérique latine et de la Caraïbe sur la question de la justice fiscale. Côté, ils ont fait un pile recherche, ils ont fait un pile mobilisation et nous pensons que ils ont pour apprendre de Haïti, même gens que les Haïtiens ont pour apprendre de eux. Donc nous pensons que le mécanisme de mobilisation est intéressant et nous-mêmes nous pensons que la bataille contre la corruption, non seulement c'est un fléau qui a pile conséquences, mais il faut que nous marquons tout à une bataille contre le système capitaliste, là, parce que c'est lui-même qui est source principale de la corruption. La 24e édition de Livres en folie organisée par le Nouvelliste et la Unibank a pris fin ce vendredi. Les écrivains Émilie Prophète et Dieudonné Fardin ont été les invités d'honneur de cette activité. 159 auteurs étaient en signature et 1828 titres étaient disponibles en ligne et au musée du Panthéon national à l'intention des visiteurs. Pendant 2 jours, le 31 mai et le 1er juin, de nombreux citoyens ont participé à cette manifestation culturelle du livre. Nous avons fait des déplacements, nous avons dit que l'invitation que l'auteur
que organisateur Unibank avec le Nouvelliste lancé. Le public là répond à l'invitation, particulièrement jeunes, élèves, l'école, directeur de l'école, professeur de l'école qui viennent avec élèves. Il y a 159 photos en signature et parmi 159 photos en signature, il y a 2 invités d'honneur, Dieudonné Fardin avec Emily Prophète. Puis, gros attente, nous, c'est que chaque monde là qui vient acheter un livre, il tourne la caille, il lit le livre. Parce qu'en réalité, Unibank avec le Nouvelliste qui fait livre en folie, il n'a pas fait le passer au fait livre. Ni Nouvelliste, ni Unibank pas fait livre. Nous faisons pour nous mettre auteur haïtien en valeur, livre haïtien en valeur, mais surtout pour ça que le livre là entre dans la tête pour nous acheter le livre là. Et seul gens pour ça faire, c'est lire pour le livre là, acheter le livre là, lire, critiquer, parler le mal, dire du bien de lui, ou acheter un autre livre que l'auteur ça a fait une autre fois. C'est ça rêve là, c'est transmission de connaissances avec fait. Effectivement, si vous regardez l'ambiance qui a déroulé là dans mi-temps, dans mi-pana, c'est une belle ambiance. Vous remarquez un peu d'étudiants là avec tout uniforme, donc vous êtes capable de se faire identifier, ou dans quelle école vous sorti. Et c'est ça, nous sommes capables de dire qui c'est vraiment succès Livre en Folie. Livre en Folie sont activités que Unibank organise avec le Nouvelliste pour nous capables de faire promotion culture, promotion livre en Haïti. Parce que comme tout vous dit, le livre c'est le symbole de la connaissance. Donc je dis encourager tout le monde pour être capable de venir participer dans Livre en Folie. Achetons un livre dans le M. Duval fait que ce dit tout à l'heure là, achetons un livre Chita, Lille, et puis gardez pour qui enseignement capable de tirer de lecture de livre ça. Le 1er juin marque le premier jour de la saison cyclonique. Pour en parler ce soir avec nous, nous avons notre monsieur Météo Métropole, Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. Qui j'ai saison cyclonique la bien ça? Bon Serge, il faut me dire que si par exemple l'année dernière comme ça, nous avons gagné un océan Atlantique qui était très chaud. Nous avons une probabilité de la Niña qui est venue, donc des conditions qui étaient favoriser une saison cyclonique active. Mais année ça veut dire que nous avons des conditions inverses aussi, nous avons dit. Atlantique là, fret, en fait, alors fret, c'est par rapport à la normale, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Donc, ce n'est pas des conditions vraiment idéales parce que, bien sûr, la température, l'anomalie, ça a été depuis l'ouest de l'Europe jusqu'aux Caraïbes. Donc, l'organe genre de conditions, ça il crée moins de stabilité. Donc, onde tropicale qui normalement époque ça permet de faciliter le développement de perturbations tropicales, il y a bien moins de force, il y a bien moins de carburant soulevé pour développer, pour transformer en cyclone tropical. Nous avons l'autre facteur encore qui a inhibé, en fait, qui a empêché que nous avons une saison cyclonique aussi active que l'année dernière, c'est que Pacifique, là, nous pas la Niña, quand la Niña a mouru officiellement. Ce qui veut dire, bien sûr, la Niña est dead, la Niña a mouru. Et il y a plusieurs modèles numériques, par exemple, et conditions générales, tu as voulu montrer que nous avons probabilité que nous El Niño qui est développé. Donc, El Niño, généralement, sur Caraïbes, sur Atlantique, là, c'est une saison qui est pratiquement dead. Il y a quelques perturbations. Mais généralement, les El Niño développé plus au nord du 20e degré de latitude. Donc, ce qui veut dire que si conditions ça continuer pour rester été à début automne, la saison cyclonique, là, il t'a dit que les cas normal ou bien en dessous de la normale, mais il est difficile d'avoir une saison cyclonique active. C'est arrivé déjà en 1989, par exemple, il y a des conditions, contingentes des conditions que nous avons là, et l'Atlantique a été réchauffé en juillet, août, et nous avons par exemple Hugo, gros cyclone qui peut causer pile de dégâts. Donc il est difficile de dire exactement ce qui va se passer, mais la tendance, c'est que nous pensons que la saison cyclonique là, dans la normale ou bien au-dessous de la normale. On peut avoir des surprises parce que nous ne pouvons pas maîtriser tous les paramètres. Et j'ai une certitude, c'est que les mois à venir seront secs. Parce que là. On va aller sur mois sec. Là, pour l'instant, pendant qu'on a parlé là, c'est deux bonnes nouvelles qu'on fait que nous. Un, l'Atlantique est froid et donc ne favorise pas les tempêtes tropicales. Et deuxièmement, le premier fois où on est heureux de ce que nous entendons au monde mourir, et Niña dead. La Niña dead, effectivement. Donc, c'est deux facteurs qui nous promettent, si bah, il n'a pas changé, une saison cyclonique plus ou moins calme. Plus ou moins calme, disons proche des normales. Mais on dit ça peut changer parce que l'Atlantique la doit réchauffer rapidement. Oui, il y a ça. Mais la nouvelle qui est moins bonne dans l'histoire, c'est que ça arrive en général, parce que l'Atlantique a passé par plusieurs phases. Lorsqu'il y a un type de distribution des températures sur l'Atlantique, là, nous entrons dans une phase que l'Atlantique est AMO négatif sur les. C'est un terme technique, mais juste pour dire que l'Atlantique est en phase négative. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, je pense, parce qu'on ne peut pas entrer dans la phase négative, là, vraiment. Mais lorsque nous entrons dans phase ça arrive, c'est que de l'eau chaude qui naturellement sur tout l'Atlantique là, il concentre sur la partie ouest Atlantique là. Et c'est le cas depuis les 4-5 dernières années. La mauvaise chose dans cette histoire, c'est qu'en général, onde tropicale, il n'y a pas besoin de carburant vraiment. Mais là, arrivé
bon 50e degré à l'est Antio, là condition café nous plus favorable si pas gain ligne. Donc ça veut dire dans zone panneau. Dans zone panneau et là comme ça, ou gain beaucoup plus chance pour affecter comme c'est montré statistiquement dans l'histoire, l'on époque ça yo, cyclone généralement yo développé tout près, ou gain plus chance pour passer dans le bassin Caraïbe là que remonter sur Atlantique là. Ça c'est si El Niño ne se développe pas bien sûr. Et même si El Niño se développe, c'est probablement un El Niño du type qui n'est pas classique, qui est sur le centre du Pacifique, comme en 2004, et ça va faciliter une saison active sur l'Atlantique. Ouais. Mais naturellement, de l'eau, mais il n'y a pas de même chose sur l'Atlantique en 2004, ils étaient beaucoup plus. Ok, alors on prend un deuxième volet, là qu'on est là, on va parler, ou bien on prononce au mot que j'en fais un peu, sécheresse. Oh, oui, si vous pouvez parler comme ça, il y a plusieurs monde qui disent comme ça que c'est un cyclonique là, pas active, le contexte est faire attention. Là, pas de saison cyclonique active, ou bien sécheresse en Haïti. Sécheresse là, moins médiatique qu'un cyclone, plusieurs monde arrivés, etc. perdu parce que justement les zones tropicales, ils n'ont pas passé, c'est au côté là, plus généralement avec tempête, dépression, etc. Là, ils n'ont pas développé, j'en peux développer, va au plus fort sur le Caraïbe là, où il y a des conditions qui ne favorisent l'activité là. Et là, ça, surtout la presqu'île du Sud, le bassin de Port-au-Prince, qui a séché. Le plateau central, il y a un système pâle qui produit l'appui, il est moins affecté. Mais je suis presque une garantie, les pluies seront très au-dessous de la normale pour les 3 prochains mois. Est-ce que c'est ça nous commence à vérifier pendant le mois de mai? Deux choses. L'orgon la Niña qui est faible, qui est modo, qui enfin dans cette Pacifique là, même genre tout, en général nous avons sécheresse en Haïti pendant l'époque ça. Maintenant les conditions qui caractérisées par de l'eau frette sur l'océan Atlantique là, c'est une raison qui bord manque là pour gagner dans le mois de mai par exemple et qui peut prolonger probablement jusqu'en septembre. On a beaucoup manqué de pluie pendant le mois de mai. Définitivement. Il y a eu beaucoup de pluie les 5-6 jours, premiers jours du mois de mai. Ça, oui. Et après ça, peu ou pas de pluie. Exactement. Ce qui est très mauvais. En République dominicaine, c'est pire, par exemple, partie nord-est là, côté que ils commencent à parler de sécheresse dans zone ça. Wow. Bon, eh bien, Rudy, merci. Finalement, ou semi-bonne nouvelle avec ou semi-mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, vu l'état de l'Atlantique aujourd'hui et les funérailles grandioses de la Niña, nous parlons une saison cyclonique à plus ou moins calme si les conditions ne changent pas. Bien sûr, il y a le si qui est très important. Mais l'envers de la médaille, c'est que nous allons souffrir de sécheresse. Oui, ça c'est pratiquement certitude. Merci Rudy. Merci. À très bientôt. Voilà, c'était Rudy Victor, monsieur météo de Télémétropole. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.